allez voir l'incroyable efficacité de la nouvelle colle Super Glue 3. Tu montes, chérie? La nouvelle formule de Super Glue 3 colle aussi la porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Ma che bello! Oh, Meldor! Meldor, si je t'attrape, je te mords. C'est une famille très austère, avec une mine bien sévère. Ils mangent un bonbon Haribo, ils se prennent un look d'enfer, ils chantent en super trio. Haribo, la vie est beau, Haribo, la vie est beau. Je peux goûter? Il vous suffit d'un sachet de levure baïnée pour voir la pâte lever et l'entendre s'écrier baïné. C'est gonflé. Ce savoir couvert. Soutenu en cas de maladie. Épaulé en toute confiance. Avoir une bonne rentabilité de son épargne retraite. Assurance Mutuelle du Mans. Votre capital confiance. Dynastie. Luxe, dollars, passion et jalousie, tous les samedis sur FR3 dans Dynastie, la grande saga des Carrington. Vous verrez, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Dynastie, samedi soir sur FR3. Samedi 23h15 sur FR3. Un invité surprise, il a l'art en tête. Il révèle ses goûts, ses choix, ses coups de colère. Il a 26 minutes pour convaincre. Jouez à le découvrir. Télématez dès à présent, 3615, code FR3, l'art en tête. Bernard Stasi postulera-t-il à la présidence de la Commission des Affaires étrangères malgré la candidature de Valéry Giscard d'Estaing? Le CDS en discute en ce moment. Le face-à-face continue entre René Monory et les instituteurs. Il maintient son projet, ils maintiennent leur grève. Question d'affaires, comme chaque jeudi, la rubrique économique préparée par Henri Loret. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand on découvre une nouvelle comme celle que Pierre Babet va nous détailler, on a d'abord envie de se frotter les yeux pour se convaincre qu'on ne rêve pas. Figurez-vous que des savants américains travaillent en ce moment sur un projet de mariage entre le cerveau humain et l'ordinateur. Plus, on peut même dire une greffe de circuits électroniques sur des cellules humaines. Certes, pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse de travail, comme on dit, mais une hypothèse tout à fait sérieuse. Ce sont des chercheurs de l'armée de l'air américaine qui étudient ce projet. Parce que tout s'accélère dans les combats aériens, parce qu'un jour prochain, la machine ira beaucoup plus vite que le pilote. Pourquoi ne pas greffer une puce dans son cerveau? Folie? Non, l'US Air Force l'étudie. Sérieusement. Il faut quand même voir qu'à bord d'un F-16, par exemple, actuellement, donc, un pilote de l'US Air Force a 300 ou 350 cadrans à vérifier en même temps. Alors, s'il avait la possibilité de réduire tous ces stimuli qui arrivent sur lui, par l'intermédiaire donc d'un couplage avec un ordinateur, c'est vraisemblable que ça améliorerait son comportement. Les militaires français cherchent eux aussi à optimiser ce couple avion-pilote. Des recherches sont même en cours, discrètement, au Centre d'études de médecine aérospatiale. Mais toucher au cerveau du pilote, ça, c'est une autre affaire. Les capacités humaines sont certes très grandes, mais elles sont finies. Et par moments,
même maintenant, on peut se demander si on ne les atteint pas. Alors, il faut faire quelque chose. Toucher au cerveau est dangereux parce que on peut y toucher de façon physique. Hein. On peut bien couper des morceaux de cerveau, faire des connexions différentes. C'est assez illusoire pour l'instant. On peut agir chimiquement. Toute drogue a des effets secondaires actuellement. Mais cela dit, dans ce laboratoire de l'armée de l'air, on suit de très près tout ce qui touche à la chimie du cerveau, en particulier aux substances sécrétées en situation de stress, comme le combat aérien. Le pilote fait une synthèse d'une situation extérieure, une situation intérieure, donc en fonction de son avion, de son armement, et à l'issue de cette synthèse va faire une manœuvre particulière. Manœuvre qui sera le fruit de l'expérience ou de l'instruction qu'il aura subie. Et je ne crois pas qu'en le dopant avec une substance particulière, on puisse améliorer cette réaction. Mais on le fait bien pour des sportifs. Oui, mais je pense qu'en contrepartie, les sportifs ont des séquelles plus tard. En attendant les hypothétiques molécules ou les puces du pilote bionique de l'an 2020, on préfère aujourd'hui améliorer l'avion. Reste à savoir combien de temps encore l'homme pourra garder la totale maîtrise de ces machines à tuer, qui sont aussi de véritables ordinateurs volants. Revenons au présent avec la politique française et le problème qui se profile dans la majorité à l'occasion du renouvellement de la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. C'est en avril prochain et vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, le centriste Bernard Stasi s'était fait doubler sur le poteau par le socialiste Roland Dumas à cause du vote des députés du Front National. Eh bien cette année, le problème se complique encore puisque beaucoup de députés de l'UDF voudraient désigner à ce poste Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit hier soir qu'il était d'accord. Alors le CDS, le mouvement de M. Stasi, examine cette question en ce moment même. Chantal Bretz. L'échec retentissant de Bernard Stasi à la présidence de la Commission des Affaires étrangères au profit de Roland Dumas avait créé un profond malaise en octobre dernier au sein du CDS. Jacques Chirac avait alors promis de tout faire pour assurer l'élection du candidat malheureux en avril prochain lors du renouvellement des commissions. Aujourd'hui, le Premier ministre estime que c'est désormais une affaire interne à l'UDF et c'est bien le cas, surtout depuis hier soir, Valéry Giscard d'Estaing annonçant qu'il dirait oui si l'UDF lui proposait d'être candidat. Bernard Stasi, qui est toujours officiellement le candidat de l'UDF, devrait faire savoir dans les heures qui viennent s'il maintient sa candidature ou s'il la retire. Derrière cette porte se déroule actuellement un bureau extraordinaire du CDS. Pour ses dirigeants, cette couleuvre est un peu difficile à digérer. Après la défaite du mois d'octobre, qui était due déjà à des dissensions au sein de la majorité, le CDS avait fait de l'affaire Stasi une question de principe. Reste à savoir ce qu'il est prêt à mettre dans la balance pour exiger le respect de ces principes. Deuxième étape de la tournée d'explication de Jacques Chirac dans les régions françaises. Après l'Alsace le mois dernier, le Premier ministre va se rendre demain à Toulouse. Cette fois, c'est un voyage thématique, dit Matignon, consacré pour l'essentiel à l'avenir de l'industrie aéronautique et spatiale. Il s'agit avant tout d'inciter les industriels à s'organiser face à la concurrence étrangère dans ce domaine. À ce propos, le ministère de la Défense a annoncé ce soir la création d'un groupement entre Dassault, la SNECMA et Thomson pour le développement du futur avion de combat européen, le Rafale. Voyage placé sous le signe de l'Europe pour Jacques Chirac, les deux grandes réussites de coopération industrielle européenne, Airbus et Ariane, ne sont-elles pas développées à Toulouse? Et demain, ce sera Hermès, l'avion spatial européen. Mais venu à Toulouse pour prendre un bon bol d'Airbus aux côtés du prince Charles et de Lady Di, Jacques Chirac sait bien qu'il devra ici aussi se frotter à la réalité. Et elle ne sera pas forcément cette réalité aux couleurs de la ville, c'est-à-dire rose. Les fastes du baptême de l'A320, le dernier né de la famille Airbus, déjà vendu à plus de 400 exemplaires avant même d'avoir volé, ce qui ne s'était jamais vu, ces fastes ne feront pas oublier en effet que les grandes entreprises aéronautiques françaises sont actuellement au creux de la vague. Baisse des commandes, chute du dollar, de l'aérospatial à Dassault, les suppressions d'emplois sont à l'ordre du jour et l'on attend des décisions importantes pour se prononcer sur l'avenir de cette industrie aussi bien civile que militaire. Le futur A340, long courrier européen quadriréacteur, devrait être lancé en mars, mais on se demande toujours si le Rafale sera bien le futur avion de combat de l'armée française.
On attend donc du Premier ministre qu'il rassure à propos de la contre-offensive américaine, qu'il précise les choix de la France dans le domaine aéronautique et spatial, en un mot, qu'il conforte Toulouse dans sa vocation de cité du futur. Un interlocuteur attentif, Dominique Baudis, lui rappellera que sur le plan politique, si la région a basculé à droite en mars 86, le Midi toulousain n'est pas rallié pour autant au chiraquisme. Mais de tout cela, il ne sera pas dit un mot, car ce premier voyage à Toulouse d'un chef de gouvernement depuis 1981 est avant tout un voyage technique. Le Parti républicain, lui aussi, poursuit sa tournée des régions. 7 ministres de la bande à Léo ont parcouru aujourd'hui la région Rhône-Alpes avant de se retrouver tout à l'heure à Lyon pour un grand meeting dans lequel on peut voir une sorte de pré-campagne électorale. Situation toujours bloquée entre les instituteurs et René Monory au lendemain de la manifestation de Paris contre le décret sur les maîtres directeurs. Le ministre a redit aujourd'hui qu'il n'était pas question de revenir sur cette réforme et les instituteurs appellent à la reprise de la grève après les vacances de février. On pouvait penser que le ministre, en homme politique, prendrait en considération cette démonstration qui, pour être pacifique, n'en a pas été moins éclatante. En fait, on a trouvé un interlocuteur sur ce point complètement entêté, complètement obstiné. Eh bien, nous prenons acte de cet entêtement. Nous continuerons l'action. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que comme les ministres passent et que nous restons dans l'école, que les instituteurs restent dans l'école, finalement, la raison finira par triompher. J'ai dit aux syndicats, et je crois qu'ils n'en doutaient pas, que je ne retirerai pas le décret, que naturellement, comme j'avais toujours dit, j'étais ouvert à la concertation sur les circulaires d'application. Je rappelle cependant que le décret principal, a été pris en Conseil des ministres au mois de décembre, signé par le président de la République et par le Premier ministre, et donc ce n'était pas une surprise pour personne. On ne retire pas un décret qui a été pris en Conseil des ministres. Ce que je sais, c'est que le décret sera appliqué, que peut-être il y aura des mesures en 1987 un peu assouplies parce que le temps peut nous manquer, mais que de toute façon, il y a de l'argent au budget en 1987 et que je n'ai pas du tout l'intention de laisser perdre cet argent et qu'il y aura bien entendu des directeurs nommés, aussi bien parmi ceux qui exercent actuellement que parmi les nouveaux, dès la rentrée 87. Une bonne nouvelle pour notre portefeuille, le prix du gaz domestique va baisser de 3,2% à dater d'aujourd'hui même, à la demande du gouvernement qui tient à répercuter les effets de la baisse du dollar. Et puis une autre bonne nouvelle pour ceux qui traînent dans la rédaction de leur déclaration d'impôt, la date limite pour la poster vient d'être repoussée du 28 février au 4 mars à minuit. Les obsèques de Michel Barouin, tué jeudi dernier dans un accident d'avion au Cameroun. Ces obsèques ont été célébrées ce matin à Paris. Des obsèques religieuses, circonstance rarissime pour un ancien grand maître du Grand Orient. Chrétiens et francs-maçons se sont retrouvés côte à côte ce matin dans l'église Saint-François de Sales. Gérard Pinson. Un cercueil drapé de tricolore autour de Madame Barouin et de son fils François. La France républicaine s'est réunie pour rendre hommage à l'humaniste. Président des assemblées, ministre d'hier et d'aujourd'hui, ici Charles Hernu et Charles Pasqua. Accompagné de son épouse Jacques Chirac, l'ami très proche. Michel Barouin, en avril dernier, après le décès accidentel de sa fille Véronique, avait exprimé la volonté d'être enterré religieusement. C'est alors qu'il avait rencontré le père Pieplu. La mort de Jésus-Christ a été le point de départ de la résurrection du monde, de la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la même expérience, à son niveau, que la mort de sa fille Véronique a permis à Michel Barouin d'entreprendre, signe que l'esprit du Christ ressuscité était déjà en lui à l'œuvre. Après toute une vie consacrée à la grandeur de l'homme, Michel Barouin se posait de nouvelles questions qui accentuaient encore chez ce grand entrepreneur l'amour du prochain et le besoin de rassembler. Sa conception de la vie politique, au sens le plus noble du terme, si étrangère aux querelles partisanes et uniquement fondée sur le souci du bien commun, nous restera comme un modèle de tolérance et de justice. Un drame horrible près d'Aix-en-Provence. La victime est un petit garçon de 12 ans, Olivier. Hier, on a retrouvé son corps criblé de balles dans la campagne. Son beau-père, un homme de 36 ans, a voulu d'abord faire croire à un crime de rôdeur et puis ensuite, il a avoué que c'est lui qui l'avait tué. Il voulait organiser un suicide collectif. Il voulait tuer également sa femme, leur deuxième enfant, avant de se tuer lui-même. Et puis il n'est pas allé jusqu'au bout de son geste. La famille, a-t-il expliqué, était accablée de problèmes moraux et financiers insurmontables.
Au Liban, les Palestiniens bloqués dans le camp de Bourj-Brajnier n'ont toujours pas été ravitaillés. Les miliciens chiites d'Amal n'ont pas laissé passer les camions chargés de pain comme ils l'avaient promis. Leur chef Nabi Berri envisagerait un cessez-le-feu de 12 heures à la demande de l'ONU pour permettre ce ravitaillement. Les 20 000 habitants de ce camp sont encerclés depuis 107 jours. Par ailleurs, l'aviation israélienne a lancé de nouveaux raids ce matin contre des objectifs palestiniens dans la région de Saïda, c'est-à-dire dans le sud-Liban. Quant aux otages occidentaux détenus au Liban, Nabi Berri, toujours lui, renouvelle sa proposition de bons offices, déjà formulée samedi dernier, mais cela ne concerne pas tous les otages. Hubert Coudurier. Nabi Berri s'en tient à sa proposition d'échange triangulaire. Les 3 professeurs américains, leurs collègues indiens et un pilote israélien contre 400 prisonniers arabes de l'État hébreu. En Israël, toutes ces rumeurs de tractation sont très mal ressenties. Pour les familles dont certains membres ont été tués par des Palestiniens, le marché est intolérable. De nombreuses fois dans le passé, de tels échanges ont pourtant eu lieu, discrètement. Sauf il y a 2 ans, où l'on avait assisté à la libération de 1100 prisonniers arabes contre 3 soldats israéliens. À Jérusalem, en tout cas, le Premier ministre Yitzhak Shamir se montre particulièrement prudent, affirmant qu'il n'a reçu pour l'instant aucune proposition. Il est vrai que si le mouvement Amal détient directement le pilote israélien, les 4 universitaires enlevés le 24 janvier sont, eux, aux mains du djihad islamique de libération de la Palestine. De son côté, la Maison-Blanche a réaffirmé qu'elle n'avait pas demandé à Israël de marchander avec les terroristes. Reste que les États-Unis ont déjà utilisé la médiation de Nabi Berri lors du détournement de la TWA par des extrémistes chiites. À l'époque, les Occidentaux avaient voulu obtenir la libération de tous les otages détenus au Liban, mais ce marché global, pas plus hier qu'aujourd'hui, n'avait été possible. À Moscou, les autorités durcissent leur attitude à l'égard des refusniks qui, depuis le début de cette semaine, manifestent tous les matins dans les rues de la capitale pour réclamer le droit d'émigrer en Israël. Ils réclament aussi la libération de Yossif Begum, un prisonnier politique qui ne fait pas partie de ceux dont la libération a été annoncée. Sa femme et l'un de ses fils ont été interpellés ce matin par des policiers en civil, relâchés peu après. Un journaliste ouest-allemand a été interpellé lui aussi et s'est vu confisquer les photos de la manifestation qu'il venait de prendre. Le retour au chèque gratuit, la privatisation de Paribas, la suite des aventures du dollar, les sujets de réflexion ne manquent pas cette semaine encore pour alimenter la rubrique économique d'Henri Loret, Question d'affaires. Rassurez-vous, il n'y aura pas de hausse généralisée des primes d'assurance. Les assureurs y avaient pourtant songé car il fallait, disait-il, répercuter les dérapages de la réparation automobile. Édouard Balladur veillait au grain. La liberté, ce n'est pas seulement la liberté d'augmenter les primes, s'est exclamé le ministre d'État. Les assureurs ont bien reçu la quittance ministérielle. Ils jurent que la concurrence jouera et promettent de choisir les bons garagistes. Ces derniers, bien sûr, choisiront les meilleurs assureurs. Coup de tonnerre dans l'audiovisuel, Havas n'achète plus la une. Le gouvernement demande 3 milliards pour la moitié de la chaîne. C'est trop cher pour moi, confesse le numéro 1 français de la publicité, qui formait jusqu'alors, avec Hachette, le couple favori de la course au rachat de TF1. Hachette demande à réfléchir. Les publicitaires, les baristes, les socialistes y vont de leurs commentaires. On dit que Bouygues est prêt à croquer la part abandonnée par Havas, mais que ne dit-on pas? La guerre des chèques n'aura pas lieu. Sentant que la grogne des consommateurs l'emportait définitivement sur la détermination des banquiers, Édouard Balladur intervient encore. Cette affaire de chèques payants ne lui dit rien qui vaille, car c'est le gouvernement qui pourrait avoir à en payer la facture. Les banques, toujours nationalisées pour la plupart d'entre elles, sont dans l'expectative. Certaines, telles le Crédit Lyonnais, préfèrent déjà tirer un trait sur le chèque payant. Retour en fanfare pour Paribas, la bourse de Paris. Plébiscité par 3 800 000 actionnaires, le titre a été coté 480 francs. Cela représente déjà une belle plus-value de 18% sur le prix de cession. Ce qui est rare et cher, et le titre se fait rare. Les petits épargnants n'en ont finalement hérité que de 4. La bourse continue de faire la fête aux privatisés. Prochaine banque sur la liste, la Société Générale. Sur le plan international, ajoutons à ce bref panorama les habituels caprices du dollar. Les troubles monétaires pourtant n'expliquent pas toutes les difficultés que rencontrent les industriels sur les marchés.
Le commerce mondial aujourd'hui est régi par toutes sortes de pratiques protectionnistes et réglementaires qui faussent les règles du libéralisme et de la concurrence. Un premier cas, celui de notre industrie du raffinage pétrolier. Cette industrie, en 1979, exportait plus de produits qu'elle n'en importait. Aujourd'hui, la tendance s'est renversée sous l'effet de la concurrence étrangère. Et le recul est d'autant plus significatif que le pétrole a parallèlement souffert chez nous de la percée du nucléaire. Résultat, en 9 ans, 11 raffineries sur 23 ont dû fermer leurs portes. Autrement dit, dans ce cas bien précis, l'ouverture des frontières a entraîné automatiquement la fermeture des usines. Jean-Louis Brejarich, bonsoir. Vous avez 62 ans, vous avez effectué l'essentiel de votre carrière depuis 1954 chez Total. Vous êtes président de l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole, autrement dit les syndicats des grandes compagnies pétrolières, depuis le 1er janvier 1986. Un petit peu plus loin. Alors en France, aujourd'hui, on importe beaucoup plus de produits raffinés qu'on en exporte. Est-ce que ça ne veut pas dire que les compagnies pétrolières qui opèrent en France ne sont plus compétitives? Elles sont parfaitement compétitives, mais la réglementation ne les aide pas. D'abord, en ce qui concerne les transports. Le transport du pétrole brut traité en France doit s'opérer avec des bateaux français, chers. Par contre, l'importation des produits, de l'essence, du super, du gazoil, du fioul domestique, peut se faire avec des bateaux étrangers, beaucoup moins chers. Donc les importations sont avantagées par rapport au traitement du brut en France. La deuxième chose, c'est les impôts sur le fioul lourd. Ces impôts sont très lourds en France. Comme on est obligé à chaque fois qu'on traite une tonne de pétrole brut de produire du fioul lourd, comme on a du mal à le vendre en France, eh bien on ne peut pas produire d'essence, de gazoil, de fioul domestique comme on le voudrait, donc on est obligé d'importer. Au fond, vos compagnies pétrolières en France, vous n'êtes jamais contentes, vous avez réclamé la liberté pendant des années et des années. Aujourd'hui, vous l'avez et puis ça vous pose encore des problèmes. Pas du tout. Ça, la liberté, on l'a, on y tient et on veut la garder. Mais ce que nous voulons, c'est avoir les mêmes règles du jeu et pouvoir avoir les mêmes cartes que les autres. Tout le monde peut avoir des jokers. Pour le moment, on nous les enlève. Ce que nous voulons, c'est en avoir, nous aussi, de temps en temps, et être au même niveau que les autres raffineries européennes. Mais ce n'est pas tellement d'ailleurs les raffineries européennes qui nous inquiètent, elles ont des avantages, nous pouvons avoir les mêmes. Ce sont les raffineries du Moyen-Orient, les raffineries sources, qui ont été créées dans les pays producteurs lorsqu'ils gagnaient beaucoup d'argent, et maintenant ils déversent leur production chez nous. Les automobilistes s'arrêtent aujourd'hui dans les supermarchés parce que l'essence est moins chère. Et les supermarchés, vous en taillez pas mal de croupières ces dernières années. Au fond, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les supermarchés, vos compagnies pétrolières, dans la distribution? Ah mais nous apportons beaucoup de choses et on va en apporter encore beaucoup plus. On apporte la qualité de nos produits sur le super, sur le gazoil. On apporte la proximité, ce qui est très important. Nous distribuons, par exemple, sur les Champs-Élysées, nous distribuons en plein Paris, ce que les grandes surfaces ne font pas. Elles nous ont pris à contre-pied, je le reconnais, mais nous allons réagir et petit à petit, nous allons rendre des services à nos clients tels, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, que nous allons prendre rapidement nos parts de marché. Un autre exemple pour illustrer le problème de la concurrence internationale, c'est celui de l'automobile japonaise. Les Japonais, on le sait, sont des gens bien organisés, habiles, travailleurs, mais leur percée formidable aux États-Unis, où ils exportent 2,5 millions de voitures par an, est également le fait de la faiblesse du yen, qui leur confère une formidable compétitivité. Alors aujourd'hui, eh bien évidemment, ce sont les Européens qui s'inquiètent. Malgré la hausse du yen en 86, les marques japonaises ont vendu plus de 1 300 000 voitures dans les 17 pays d'Europe occidentale. Leur part de marché y est devenue proche de 12%. Mais cette statistique recouvre des réalités fort différentes selon les pays. Les Japonais font des performances brillantes dans les pays nordiques. En revanche, ils sont pratiquement interdits de vente en Italie. En France, ils sont contingentés à 3% du total. On peut considérer actuellement que les Japonais sont le 3e constructeur, vendeur en Europe
Et c'est une situation qui n'a cessé au cours des dernières années de s'accroître. Actuellement, les Japonais vendent en Europe 20 fois plus de véhicules que les Européens n'en vendent au Japon. S'il y avait des différences de qualité qui expliquent cette situation, ça fait un certain temps qu'on le saurait. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est quasiment impossible aux Européens d'accéder au marché japonais. Les constructeurs du vieux continent, dès lors, s'inquiètent dans la perspective de 1992. Il est clair que l'idée à laquelle j'adhère totalement et depuis bien longtemps d'un grand marché européen approfondi et unique suppose non seulement qu'il soit réalisé à l'intérieur de la communauté, mais qu'il ait la capacité de se défendre vis-à-vis des autres grands ensembles économiques mondiaux, comme l'ensemble américain du Nord ou comme l'ensemble japonais. Par conséquent, pour arriver à ce vrai marché intérieur européen, il faut absolument que la Commission économique européenne ait à la fois les moyens et la volonté de pratiquer une politique de défense vis-à-vis de l'extérieur lorsque des situations sont anormales, comme elles le sont actuellement dans le domaine de l'automobile. Autrement dit, pour les constructeurs européens, le temps n'est plus au constat, mais à la mobilisation. Reste à définir la stratégie. Le président de Volkswagen, lui, ne réclame pas de protection pour le marché allemand, mais il reconnaît que globalement, il y a des nécessités. Je réalise la nécessité pour l'Europe, pour la CRE, de passer des accords d'une autolimitation volontaire comme elle est pratiquée aux États-Unis aujourd'hui. La parole est donc à la Commission de Bruxelles. Il lui incombe d'établir un véritable cordon sanitaire pour tenter de mieux rééquilibrer le commerce automobile entre l'Europe et le Japon. Une décision politique s'il en est, d'autant qu'elle ne doit pas aboutir à verrouiller les frontières. Les Européens doivent reconnaître que n'importe quel genre de protectionnisme freine, si appliqué trop long, le progrès et, par conséquent, le bien-être de notre économie. Si nous voulons, comme Européens, rester un bloc économiquement fort, qui est la condition primaire pour avoir une indépendance politique, un poids politique dans le monde, il faut rester économiquement fort et pour ça, il faut exposer l'économie européenne au vent froid de la compétition mondiale. Pour la 4e semaine de janvier, l'indice de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui sera publié par le Nouvel Économiste demain, montre une légère progression de l'activité par rapport à la 3e semaine. La cotation de Paribas a redonné vigueur aujourd'hui à la Bourse de Paris en hausse de 0,6%. Semaine assez dépressive durant laquelle l'indice a subi une érosion de 0,8%. Journée de yo-yo à Wall Street, de nouveau secouée par des scandales financiers. En baisse de 6 points ce soir, le Dow Jones affiche donc pour la semaine un bilan négatif de 21 points. Prochain rendez-vous avec Question d'affaires jeudi prochain. Et pour conclure, la carte de visite d'une entreprise un peu particulière, mais qui brasse beaucoup d'argent, c'est le Carnaval de Nice. Il aurait dû commencer ce soir, mais il pleut sur la Côte d'Azur. Le défilé d'ouverture a donc été reporté à demain. Nos confrères de FR3 Nice nous montrent une des faces cachées de cette manifestation, ses implications économiques. Pendant 3 semaines, la ville de Nice va vivre au rythme des défilés burlesques, des batailles de fleurs et des feux d'artifice. Comme tous les carnavals du monde, le carnaval de Nice, c'est la fête des fous, mais aussi la sarabande des tiroirs-caisses. Chaque journée de fête attire jusqu'à 180 000 spectateurs, dont 60% de Français. Une bonne opération pour les rouages économiques de la ville, où hôteliers, restaurateurs, limonadiers, autocaristes et autres commerçants se partageront 10 millions de francs. La mairie de Nice, qui organise la fête, retire, elle, 5 millions de francs.
alors que 4500 Niçois seront employés à l'animation pendant un mois. Le Roi Carnaval fête cette année son 103e anniversaire et affiche une excellente santé. Tombé dans le travers du carnaval spectacle il y a quelques années, il connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse par la formule du carnaval participation. L'expérience du carnaval de Venise y est sûrement pour quelque chose. À Nice, aujourd'hui, les personnes déguisées entrent gratuitement dans l'enceinte du défilé. Une bonne opération, le quartet d'aujourd'hui dont vous allez voir l'arrivée, 18, 16, 11 et 14, il rapporte 23 988 francs dans l'ordre, dans un ordre différent, 1999 francs pour 5 francs. Le temps pour demain, nous serons entre deux zones de pluie. Celle qui a traversé le pays aujourd'hui va s'évacuer lentement vers l'est, pendant qu'une autre arrivera par l'Atlantique. Entre les deux, alternance d'éclaircies et d'averses. Les températures ne changeront guère. Il y aura encore quelques gelées cette nuit, mais très faibles. Et dans la journée, le thermomètre atteindra encore des valeurs légèrement supérieures aux normales saisonnières. Enfin, nous 3 rendez-vous d'information pour demain. 12h15, Laure de Breuil, 19h, Henri Sagnier, Guylaine Ottenheimer. Et je vous retrouverai à 22h25 pour Soir 3. Excellente fin de soirée. Avant de nous séparer, je vous rappelle l'essentiel de l'information de ce jour. Bonsoir et à demain. Bernard Stasi postulera-t-il à la présidence de la Commission des Affaires étrangères malgré la candidature de Valéry Giscard d'Estaing? Le CDS en discute encore en ce moment. Le face-à-face continue entre René Monory et les instituteurs. Il maintient son projet, ils maintiennent leur grève. Jacques Chirac au pays de l'aéronautique et de l'espace. Il se rend demain à Toulouse.